Pierre, tu vas commencer ? Je me jette. Mais avant on nous... peut-être je vais parler en ton nom également. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être ici ce soir. Également remercier Égalité et Réconciliation qui a organisé et qui nous a très aimablement invités. Merci beaucoup. Et puis comme nous sommes nombreux et qu'il va faire chaud, j'aime bien commencer les conférences, même si ça va être Pierre qui va vraiment démarrer, mais je voulais un peu comprendre qui vous êtes, commencer par un petit exercice, comprendre qui est dans la salle. Donc on est à peu près de 250 personnes, il y a pas mal de demoiselles, de dames, pouvez lever la main pour avoir une idée de la proportion à peu près ? Ah, plus que d'habitude, je dirais 35, peut-être 35%. Ok, qui est de la région d'ici ? Une majorité, qui vient d'un autre pays d'ailleurs, qui vient de Belgique ou de Suisse. Ah, quelques-uns. Ok. Qui vient carrément encore d'un autre pays. Allemagne. Espagne. Ça fait loin. Ok. Pour comprendre un petit peu, alors sur les Français qui sont ici. Algérie. Très bien. Ouais, c'est un peu la France. Enfin, ou l'inverse. Alors par rapport aux autres origines, juste pour voir, Français d'origine d'Afrique du Nord. Ok, pas mal, peut-être 5%. Français d'origine africaine subsaharienne. Pas beaucoup, je vous comprends. Le climat qu'il fait dehors, c'est dur. Dom-Tom. Ouais, ça fait loin aussi. Asie, Vietnam, pas par là. Ok, quelques-uns. Pays nordiques, Suède, Europe de l'Est. Moi, je viens de Roumanie, Bună ziua. Bună seara. Et puis, en fait, français, quoi. Ouais. Bon, voilà, vous pouvez encore. Ok, donc je comprends à peu près. Bon, essentiellement quand même des gens du coin, on va dire ici. Ok. Religion, c'est pas obligé de répondre. Laïque sans religion. On peut être laïque et religieux. On peut. Ouais. Ça c'est obligé en plus. Catholique. Ok, une majorité. Protestant. Orthodoxe. Musulman. Bouddhiste. Au hasard, juif. Il y en a, voilà, très bien. Je vais pas présenter à la première. Gauche, qui est de gauche ? Hein ? Qui est de droite ? Droite, classique, 1, 2, ok. Extrême gauche ? Extrême droite, enfin soi-disant extrême gauche, soi-disant extrême droite. Ok, je crois que vous avez tous compris que c'est une arnaque, gauche, droite, etc. C'est bien, bravo. C'est super point neuf, donc c'est une arnaque. Très bien, et qui a déjà lu nos ouvrages ? Qui n'a absolument aucune idée de quoi on va parler ce soir ? Ah, quelques-uns quand même. D'accord. Très bien. Vous allez me subir tout à l'heure, mais en attendant, Pierre. Bien. Ah, j'ouvre le bal, si je puis dire. Je suis heureux d'être à Nancy, surtout que lorsque, venant de Paris ce matin, je racontais ça aux personnes qui m'ont invité. J'ai eu une panne de réveil et j'ai dû vraiment courir et... Juste. Bref, le sujet, ça va étonner beaucoup, le mondialisme en construction. Mais pour essayer pendant à peu près une heure de faire un topo le plus structuré, je vais partir du particulier et façon cercle concentrique, aller au général. Bien. Alors je vais commencer avec une province qui est tout juste à côté, c'est l'Alsace. Vous avez eu en avril 2013 un référendum pour ou contre la fusion des départements, réforme, etc. Et en fait, la finalité du truc, c'était évidemment la fusion des départements, mais c'était un marchepied pour aller en fait beaucoup plus loin. Et ça, malheureusement, beaucoup de Français ou d'Alsaciens n'avaient pas vu la chose.
c'était de pousser à la vitesse supérieure qui est l'euro-région Alsace-Pays de Bade. Et puis les Alsaciens ont dit non, et le projet a capoté. Bien. Alors, ces fameuses euro-régions, je rappelle, ce sont les réunions de régions de part et d'autre des frontières des États, pour créer de nouvelles entités. Alors, il y a donc Alsace, Pays de Bade, mais vous avez aussi la grande région, pour ceux qui sont de Belgique, avec la Wallonie, le Luxembourg, la Lorraine, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. Côté, par exemple, côté français et espagnol, vous avez le Languedoc-Roussillon, la Catalogne, ça s'appelle Pyrénées-Méditerranée. Enfin bref, les eurorégions sont les départements de l'Union européenne qui s'échappent de plus en plus de l'autorité nationale pour se greffer à l'autorité supranationale de Bruxelles, où se trouvent énormément de lobbies et de groupes de pression américains en particulier. Et donc, les Alsaciens ont eu l'audace, l'outrecuidance de dire non, et après tout on pourrait dire Vox Populi, Vox Dei, le peuple est le dernier mot, mais depuis quelques années, quand le peuple a l'audace de voter dans le sens contraire aux intérêts d'une classe, d'une oligarchie, eh bien, on contourne son vote. Vous avez depuis juillet 2013 un amendement en cours, qui est l'amendement d'Hervé Guémard à l'Assemblée nationale. Alors vous avez actuellement une navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qui est l'amendement 745, article 9 bis B, qui dit que pour toute modification de frontières de région, toute modification de frontières de département, fusion de départements, fusion des régions, plus la peine de faire des référendums. À partir du moment où l'autorité politique voudra faire une modification, hop, ça passera tout de suite à la pratique. Et donc on a envie de dire à quoi ça sert de voter. Ça fait penser exactement à ce qui s'est passé en 2005, où les Français et les Hollandais ont dit non au projet Giscard, et par une voie détournée, on est passé avec le traité de Lisbonne, qui est la même chose, avec un nom différent. Donc on voit une volonté acharnée, antidémocratique, pour imposer un modèle. Bon. Alors, vous avez dans cette Europe qui se met en place, ce principe de régionalisme, qui est un principe qui est bon en lui-même à partir du moment où l'autorité de la région reste dans un cadre national. Or, actuellement, c'est un fruit empoisonné parce que l'objectif, c'est en fait de faire en sorte que les régions dépendent de moins en moins de l'autorité nationale, mais de plus en plus de l'autorité supranationale de Bruxelles. Et vous avez deux types de régionalisme qui voient le jour actuellement. Le premier, qui est le plus visible, qui est le régionalisme identitaire, et le deuxième, que je désigne sous l'expression régionalisme technocratique. Régionalisme identitaire, c'est la Flandre, qui va tôt ou tard s'émanciper de la Belgique. C'est la Catalogne. Vous avez eu, le 11 septembre dernier, une grande chaîne qui a été faite du nord au sud de la Catalogne, avec 400 km de personnes qui se tenaient la main. Bon. Et puis au mois de septembre 2014, vous avez un référendum en Écosse pour ou contre l'indépendance donc de l'Écosse. Bon. Donc on voit qu'il y a vraiment, ça y est, un processus en cours d'éclatement. Après, vous dire à quelle vitesse ça va aller, c'est autre chose. C'est un régionalisme identitaire qui est visible, dans ce sens que il se part de principes régionalistes identitaires. Et dans cette affaire, les instances mondialistes mettent de l'huile sur le feu, en particulier au Parlement européen, où vous avez un parti, les Verts européens, dirigé par Daniel Cohn-Bendit, qui est associé à un autre parti, ça on le sait beaucoup moins, qui est le parti ALE, Alliance Libre Européenne, qui regroupe une trentaine de partis régionalistes indépendants. En faveur donc de l'indépendance. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que ce parti au Parlement européen est dirigé par un Flamand, et qui plus est, ce Flamand qui s'appelle Éric de Fort, c'est un des cofondateurs d'un parti dit de droite ou d'extrême droite, qui est le parti NVA de Bart de Wever, le parti indépendantiste. Et c'est très intéressant de voir que ces notions de droite, gauche, centre-droit, enfin, ne veulent rien dire, parce qu'on a un dirigeant d'un parti politique au Parlement européen qui
officiellement dans la tranche droite, extrême droite, et qui travaille main dans la main avec des mondialistes gauchistes style Daniel Cohn-Bendit. Donc on voit vraiment des chemins de traverse. Alors, il faut voir aussi en particulier dans cette histoire que ce régionalisme qui se met en place et qui est là pour détruire les États, c'est toujours 3 niveaux. Europe, État, région. Les régions qui acquièrent de plus en plus de pouvoir et qui contournent l'autorité nationale pour se greffer et travailler directement avec Bruxelles. Et c'est le dirigeant de la NVA donc Parti flamand indépendantiste, je rappelle, les élections normalement pour le mois de mai 2014 qui devraient donner un score important pour la NVA, et là peut-être la Belgique commencera à imploser. C'est le représentant Bart de Wever qui a parfaitement résumé la situation pour la Belgique, et c'est valable pour tous les États. Il a dit « La Belgique finira par s'évaporer entre l'Europe et les régions, parce que les États sont vidés de leurs principes régaliens, et donc, telle une coquille vide, ils vont disparaître. » Et le deuxième type de régionalisme, qui est beaucoup moins frappant, visible, mais tout aussi dangereux, qui est le régionalisme que j'appelle technocratique. Dans ce sens que vous avez des régions purement artificielles, style Rhône-Alpes, le PACA, etc., qui obtiennent de plus en plus une autonomie politique, fiscale, administrative, et qui échappent à l'autorité nationale. Et vous avez eu, il y a un an de ça, en octobre 2012, le président Hollande, maire de Palais, mérovingien du XXIe siècle, qui a tenu un discours sur les états généraux de la démocratie locale. Et il a dit ceci, il a dit qu'il fallait que les régions disposent, que les dirigeants des régions disposent de la gestion des fonds structurels. C'est la manne financière donnée par Bruxelles pour construction de routes, d'autoroutes, enfin tout ce qui fait tourner une région, une province. Alors le projet déjà est mis en pratique depuis 2003 en Alsace, et ce projet évidemment va être étendu de plus en plus. J'attire votre attention qu'il y a des régions riches, des régions pauvres. Dans le système français depuis des dizaines d'années, qu'on habite Clermont-Ferrand, Nancy, Brest, Cherbourg, Strasbourg ou Aulnay-sous-Bois, normalement on est traité de la même manière, égalité de salaire, remboursement identique, etc. À partir du moment où on donne l'autonomie politique, fiscale aux régions, eh bien malheur à ceux qui habitent dans des régions pauvres, car ces régions vont payer moins facilement. Les remboursements de médicaments ou de frais dentaires seront plus difficiles. Il vaut mieux habiter l'Alsace que l'Auvergne. Et on va assister, d'ailleurs on en parle, je pense à Balladur et puis comment il s'appelle, Madelin, ils ont parlé de la création d'un SMIC régional. Donc vous voyez, évidemment le SMIC, si ça voit le jour, le SMIC régional pour l'Alsace sera plus intéressant que le SMIC en Auvergne. Donc on va assister à des disparités et à l'éclatement de ce qui fait la France du vivre ensemble. Bon, il faut savoir que dans le cas de la régionalisation, les États-Unis, alors quand je parle des Américains, des Allemands, des Anglais, je parle évidemment toujours des dirigeants, je ne parle pas des peuples qui, eux, sont tous des victimes. Donc les Américains, les dirigeants américains soutiennent à mort le principe de régionalisme. Et vous avez, en 2000, l'ami Clinton qui a reçu la plus haute distinction européiste, qui est le prix Charlemagne. Alors, le prix Charlemagne, pour ceux qui veulent s'y intéresser, c'est donc un prix donné aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne. Président des États-Unis qui reçoit ce prix. C'est quand même étonnant. Pour information, vous avez un site officiel du prix Charlemagne, qui est le www.karlspreis.de, et vous allez à la rubrique Preisträger, et vous avez depuis 1950 tous ceux qui ont reçu ce prix avec les discours prononcés. Et c'est très intéressant de voir le discours de Clinton en 2000, où il rend hommage à la régionalisation de l'Europe. Bon, évidemment, c'est pas lui qui a écrit le discours. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les lobbies américains vont pouvoir s'adresser directement aux représentations régionales sans passer par l'État français, espagnol, italien, etc. Pour information, je crois que c'est en 2006,
le Conseil régional alsacien a fait une refonte informatique de son appareil de gestion, entre autres pour l'adaptation des langues régionales, de la langue, du dialecte alsacien. Et dans cette histoire, c'est Microsoft qui s'en est chargé. Donc c'est très intéressant de voir comment ce Microsoft, qui est avec la CIA derrière, s'intéresse à l'épanouissement des langues régionales. On est sur Terre, rien n'est gratuit. Sachez que si vraiment les élites anglo-américaines sont en faveur de la régionalisation, c'est que ces gens-là, ils trouvent leur compte. Alors, cette régionalisation, pour information, qui est une landérisation du continent européen, je rappelle, c'est un concept à la base germanique. Tous les textes de la construction européenne sont tous allemands, que ce soit la Charte des langues régionales, la Convention 4 pour la protection des minorités, la Charte de l'autonomie locale, la Charte de la démocratie régionale, la coopération transfrontalière. La coopération transfrontalière, c'est même carrément un institut officiellement européen, mais en fait, tous les fondateurs sont allemands, un Suisse allemand, tous les dirigeants sont allemands, et un de ses présidents s'appelait Wolfgang Schäuble, l'actuel ministre des Finances du gouvernement Merkel. Et l'objectif, c'est d'effacer les frontières nationales pour les transformer en frontières administratives. C'est dans le texte officiel. Bon. Et donc, il y a vraiment une volonté de vider les États, de les tuer. Et cette régionalisation lancée par l'Allemagne a été entre autres lancée par un député du Land de Basse-Saxe en 1997, qui s'appelait Peter Rabe. Quelquefois, vous avez l'histoire avec des pieds de nez. Rabe, en allemand, ça veut dire le corbeau. Quelquefois, des signes avant-coureurs qui annoncent des jours noirs. Bon. Évidemment, il n'était pas seul, mais je suis sûr qu'après cette conférence, vous vous dépêcherez pour acheter mes livres. Bon, je plaisante. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, dans cette histoire, l'Allemagne donne le ton dans la construction européenne pour faire éclater les États, et les régions françaises ne pèsent pas lourd. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont des éléments révélateurs. Tous les budgets des régions françaises tournent autour, quand on additionne tout ça, tournent autour des 23 milliards d'euros. Le budget du seul Land du Bade-Württemberg, ce budget est de 35 milliards d'euros. Donc le budget du Land du Bade-Württemberg est supérieur, 35 milliards d'euros, à tous les budgets des régions françaises. Et si on s'amuse à voir les budgets de l'ensemble des Länder allemands, ça tourne autour des 290 milliards d'euros. Donc 23 milliards côté région française, 290 milliards du côté allemand, donc c'est un ratio de 1 à 12-13 à peu près. Donc on voit un parfait déséquilibre. Bien. Je continue dans les cercles concentrés, parce que tout est lié. Si les Américains sont en faveur de la régionalisation, s'ils ont délégué aux élites allemandes sa volonté de reformater l'Europe en fonction de la spiritualité politique germanique, c'est qu'il y a une raison. Cette raison, c'est le marché transatlantique. Alors, dans cette histoire, vous avez eu, au mois de février 2013, le président Obama qui a prononcé un discours sur l'état de l'Union. Alors c'est ça qui est toujours sidérant, c'est de voir les journalistes qui vous citent que le président Obama a prononcé cette chose incroyable, février 2013, lancement d'un marché transatlantique. À croire que la chose a été décidée la veille, évidemment non, et ce qui est étonnant, c'est se dire qu'il n'y a pas, de la part de ces journalistes, cette volonté de s'intéresser aux origines du marché transatlantique. Parce qu'Obama n'a été qu'un porte-voix dans cette histoire. Bien. Alors ce marché transatlantique, qui en théorie doit voir le jour en 2015, pèse très lourd, car lorsqu'on additionne donc le poids économique de l'Europe, et j'allais dire des États-Unis, mais en fait la finalité c'est même pas les États-Unis, c'est États-Unis, Canada, Mexique, mais ça on va en parler tout à l'heure, eh bien ça représente grosso modo pour les échanges à peu près 40% des échanges commerciaux dans le monde, à peu près, pour 800 millions de personnes. Et l'objectif, en théorie pour 2015, c'est de faire en sorte que ça soit les normes économiques américaines qui s'imposent pour l'ensemble de ce marché transatlantique de 800 millions de consommateurs, appelé G2 par la fondation Bertelsmann, et que ce poids de 40% des échanges commerciaux
pèse si lourd que finalement il impose ses normes à l'ensemble de la planète et en particulier à la Chine. L'objectif, c'est vraiment de créer un poids lourd tel que les autres pays du monde se plient aux normes euro-atlantiques, sous-entendu les normes américaines. Alors, ce projet n'a pas surgi évidemment le jour ou la veille du discours d'Obama en février 2013. Déjà, on peut relever le discours de juillet 1962 du président Kennedy, appelant à la naissance entre l'Europe et l'Amérique, à une union, il appelait ça une déclaration d'interdépendance. Mais là aussi, Kennedy n'était qu'un porte-voix. Les hommes politiques occidentaux, depuis quelques dizaines d'années, ne sont que des employés de haut vol. Et il est toujours intéressant de s'intéresser aux véritables auteurs, ces gens qui vraiment déterminent notre avenir. Et je vais citer et évoquer deux personnes inconnues du grand public, mais qui déterminent notre vie. Le premier homme que je vais citer, c'est un Américain qui s'appelait Clarence Streit, 1896-1986. Qui connaît cet homme? Très peu. Clarence Streit, américain, je crois même qu'il s'appelait Clarence Hieronyme Streit. À vérifier. Je crois que c'est Hieronyme. Ils ont toujours des origines, enfin bon. Alors, ce Clarence Streit était journaliste au New York Times. Et il a bénéficié, dès les années 20, de la bourse d'études Cecil Rhodes. Bourse Cecil Rhodes, j'en parle à chaque conférence. C'est du nom de Cecil Rhodes, mort en 1902, homme, un Anglais, éminemment riche, qui appartenait vraiment à l'élite anglo-américaine, enfin il était anglais mais était lié aux Américains aussi, et qui avait pour objectif de créer une gouvernance mondiale. Mais comme il le disait lui-même, cette chose-là, je ne la verrai pas de mon vivant, cette chose-là doit se préparer en prenant du temps, c'est-à-dire en recrutant des hommes, alors au début c'était que des hommes, puis après c'était hommes-femmes, de tous les pays du monde, avec deux caractéristiques, supérieurement intelligents, et deuxièmement, ayant une tournure d'esprit engagée en faveur du nouvel ordre mondial. Et donc on repère ces gens-là, ces étudiants, pour les aider à gravir plus facilement les échelons et leur permettre donc d'occuper des postes politiques, économiques, militaires, journalistiques, les renseignements, et donc occuper les postes clés pour faire avancer l'immense machine en faveur d'une gouvernance mondiale. Et dans cette histoire, le Clarence Streit a été repéré, lui il n'est pas con, on va l'aider, et il est devenu journaliste au New York Times. Bon. Et donc il faut bien comprendre que ces gens-là, qui repèrent j'allais dire les jeunes pousses prometteuses, d'abord c'est un petit nombre. Très rapidement, je vous ai cité Cecil Rhodes. Il y a trois autres que j'ai cités. L'autre, son bras droit, en fait, son successeur s'appelait Alfred Milner. J'en parlerai parce que tout à l'heure, mais là j'évoque rapidement, Alfred Milner, c'est lui qui, entre autres, a joué un très grand rôle dans ce qu'on appelait officiellement la déclaration Balfour, en 1917, qui reconnaît l'existence d'un foyer juif en Palestine. En fait, c'est pas Balfour, c'est Milner. L'autre, c'est Philip Kerr, qu'on appelle aussi le Lord Lothian, qui était ambassadeur de Grande-Bretagne aux États-Unis, qui a joué un grand rôle dans la mise en place de la gouvernance mondiale. Puis un autre aussi, qui est mort dans les années 50, qui s'appelait Lionel Curtis, et qui, lui, a joué un rôle en particulier dans la création d'un think tank, un institut de recherche en 1919, qui est le Chatham House. Son équivalent américain, c'est le CFR. Et c'est ce Lionel Curtis qui est à l'origine de la création en 1916, enfin lui avec ses amis, mais c'était la figure de proue dans l'histoire, à l'origine de la création en 1916 du Commonwealth, qui deviendra officiel en 1948 pour prendre la place de l'Empire britannique. Donc c'est ça qui est très intéressant de voir les parrains de ce Clarence Streit, avec tous les liens politiques, les liens économiques, les liens financiers. Et ce Clarence Streit, animé de cet idéal mondialiste, considère qu'il faut à tout prix réussir la mise en place d'un marché transatlantique, d'un bloc euro-atlantique. Et pour cela, il sort un bouquin
en 1939, qui s'appelle Union Now, Union maintenant, avec un sous-titre que je vous lis, Proposition pour une union fédérale des démocraties de l'Atlantique Nord. Et il va avoir, dans les années qui vont suivre, le soutien du président Roosevelt, de son successeur, Truman, du ministre des Affaires étrangères de l'époque Dulles, John Foster Dulles, et de Jean Monnet. Jean Monnet, lui-même apatride, qui avait travaillé dans le cognac et qui aurait dû rester dans cette voie-là, qui, dès la Première Guerre mondiale, a trahi son pays, parce que il a lâché prise ce côté-là, et il a travaillé, il faut savoir que Jean Monnet a travaillé avec le président de la Cour suprême des États-Unis qui s'appelait Félix Frankfurter, et ce Félix Frankfurter a joué un très grand rôle dans la mise en place du New Deal qui servira entre autres de référence pour Jean Monnet dans la création dans les années 50 de la CECA. Donc c'est toujours très intéressant de voir ce côté succession, influence, etc. Bon. Et donc ce Clarenstreit bénéficie de tout ça. La Seconde Guerre mondiale passe, l'Allemagne nazie loupe le coche pour imposer sa férule, et Clarenstreit continue avec la création en 1949 d'un comité pour une union atlantique qui jouera un grand rôle dans la création de l'OTAN. Mais surtout, ce Clarenstreit est à l'origine de la création en 1954 d'une déclaration intitulée « Déclaration pour une unité transatlantique ». Objectif, élimination du maximum en tout cas des barrières douanières, tarifs douaniers les plus réduits entre l'Europe et l'Amérique, et pour cela, il va avoir des parrains, et je dis d'autant plus que, je vous donne la référence pour ceux qui sont curieux, vous allez sur le site officiel www.streitcouncil. Je ne sais plus comment, et vous allez avoir toute la liste des signataires pour cette déclaration transatlantique. Alors, ceux qui ont soutenu, je les cite, quelques-uns, vous aurez par exemple comme parrain dans cette histoire le général William Donovan, qui durant la Seconde Guerre mondiale était le patron de l'OSS, l'ancêtre de la CIA. Un autre, le président Truman. Un autre, le général George Marshall, le fameux plan Marshall, qui lui-même, George Marshall, vous citez le prix Charlemagne, où Bill Clinton donc, a reçu ce prix en 2000, ce même George Marshall a reçu le prix Charlemagne en 1959. L'a reçu aussi en 1987 Henry Kissinger. Là aussi, toujours très intéressant de voir comment ces Américains reçoivent un prix en faveur de la construction européenne. Bon. Parmi les parrains en faveur de cette union transatlantique de 1954, vous avez ce fameux Lionel Curtis, le bras droit d'Alfred Miner et de Cecil Rhodes. Et puis vous avez un certain Julian Huxley, premier patron de l'UNESCO, fondateur du WWF, vous savez, la protection de la nature, etc. Et ce Julian Huxley qui a un frère, Aldous, qui est l'auteur du Meilleur des mondes. Et les deux frangins avaient un grand-père qui s'appelait Thomas, qui était biologiste et grand ami de Darwin. Donc on voit cette tradition, c'est ça qui... vous savez, comment dire, il ne faut pas avoir ce raisonnement, l'instant, il faut toujours voir les causes profondes et savoir que le bien, comme le mal, ça se transmet de génération en génération. Donc le mal est profond dans cette histoire. Et dans cette histoire, par exemple, les Huxley, c'est une famille qui a transmis un héritage mondialiste de père en fils. Bien. Très intéressant de voir que parmi les signataires de 1954, vous avez le seul économiste français à avoir reçu le prix Nobel, un certain Maurice Allais. Très intéressant. De voir aussi le père de la 5e République qui l'a signé, Michel Debré. Et puis, alors lui, là, c'est une tradition familiale, le père de Valérie, Edmond Giscard d'Estaing. Donc, bon, vous avez bien d'autres noms, mais c'est révélateur de voir déjà les personnes qui sont à l'origine de tout ça. Vous avez eu une deuxième déclaration pour une unité transatlantique, enfin une unité atlantique de 1962. Je cite le titre, c'était la Communauté économique européenne et de l'Amérique du Nord comme socle d'une communauté économique atlantique. Et parmi les signataires,
Vous avez l'économiste qui travaillait pour De Gaulle, qui s'appelait Jacques Rueff, le gaulliste Maurice Schumann, le socialiste Guy Mollet, le même qui en 1956 appelait à une union franco-anglaise, et vous avez en particulier les fondateurs de la Pan-Europe pour la France. Je rappelle que la Pan-Europe a été créée dans les années 20 par un certain Richard de Coudenhove-Kalergi, son successeur c'est Otto de Habsbourg, avec des subdivisions nationales, Pan-Europe France, Pan-Europe Italie, Pan-Europe Allemagne, etc. Et côté français, vous avez eu Michel Habib de Longhe et Louis Ternoir. Et la Pan-Europe a joué un très grand rôle et continue à jouer un très grand rôle, puisque, je vous citais l'exemple du prix Charlemagne, le premier prix accordé, c'est en 1950, c'est le fondateur de la Pan-Europe, Richard de Coudenhove-Kalergi, qui, dans son discours de 1950, appelle à une unité européenne de la Finlande au Portugal, de l'Islande à la Turquie, et à la création d'une Union Atlantique, l'Angleterre faisant le pont entre l'Amérique et l'Europe, ein Dreierbund, une fédération à trois. Donc vous voyez, on retrouve les mêmes personnes, la même famille. Et je rappelle toujours à chaque conférence, enfin quand je peux, le trésorier de la Pan-Europe France dans les années 60, le trésorier de la Pan-Europe France s'appelait Georges Pompidou, pour vous dire comme la vérole est ancienne, un ancien de Rothschild. Bon, il n'y a pas que Clarence Strike, il y a un homme qui est encore plus méconnu, et à ma connaissance, parmi la partie visible, parce que vous avez, comme l'iceberg, hein, vous avez toujours la partie visible, la partie invisible qui est plus importante. La partie invisible, c'est ce qu'on appelle les supérieurs inconnus. Et pour la partie visible, plus exactement pour la zone entre partie visible et invisible, vous avez un homme extraordinaire par sa personnalité qui s'appelait Joseph Ratzinger. J'ai bien dit Ratzinger, je n'ai pas dit Ratzinger, c'est Ratzinger. 1888-1960. Pourquoi je parle de cet homme? Il a un CV extraordinaire. D'abord, c'est un émigré polonais. Il est arrivé en France, il a fait des études brillantes, et puis vous avez des personnes qui l'ont repéré. Alors, ces personnes, on connaît très peu leur vie, et certains pas du tout. Ça, c'est la zone difficile. Comment dire? Il est difficile d'évoquer certains points dans ce sens que vous avez des personnes qui agissent pour repérer, comment dire, des serviteurs de la cause, et il est difficile par-ci de les cerner. Je n'irai pas plus loin. Ce Joseph Ratzinger va faire des études en Angleterre à la London School of Economics, qui a été créée en 1895 par la Société Fabienne, qui est une entreprise mondialiste, dont le but c'est la fusion du socialisme et de l'économie de marché, et qui a influencé en particulier la politique de Tony Blair dans ce qu'on appelle la troisième voie, c'est-à-dire ni socialiste ni libéral, un mélange des deux. Bon, ce Joseph Ratzinger va jouer un rôle particulièrement important en particulier dans les années 20, dans la promotion des hommes politiques mexicains qui vont être responsables de ce qu'on appelait un génocide façon vendéen pour la Révolution française, des Cristeros. Ces Cristeros qui s'opposaient, qui défendaient le catholicisme au Mexique et qui se sont opposés aux représentants, mexicains, en particulier un certain Plutarco Calles, qui était le président mexicain, et ça a duré de 1926 à 1929. Ces dirigeants mexicains ont pu arriver au pouvoir grâce à l'action de Joseph Ratzinger. Ce même Joseph Ratzinger a joué un très grand rôle aussi au service donc des résistants polonais durant la Seconde Guerre mondiale. Et Sikorski, en particulier, c'était le représentant qui mourra de manière mystérieuse en juin-juillet 1943. Ratzinger l'accompagnait toujours lors de ses voyages, et puis là, son avion à Sikorski s'est écrasé à Gibraltar, et pour une fois, la seule exception, Ratzinger ne l'accompagnait pas. Alors des mauvaises langues disent qu'en fait, Sikorski voulait balancer une bombe, c'était suite à l'affaire de Katyn. Officiellement, c'était l'Allemagne nazie qui était responsable de ce massacre, mais Sikorski avait les preuves que ce n'était pas l'Allemagne nazie, mais l'Union soviétique, chose qui était véridique. Et pour des raisons d'ordre politique international, il était impossible que cette information soit divulguée, car à ce moment-là, aux yeux de l'opinion publique, il était impossible pour l'Angleterre de Churchill et les États-Unis de Roosevelt de rester
allié de l'oncle Joe, Staline, donc évidemment la mort règle certains problèmes, et là Sikorski a dégagé. Ratzinger ne l'accompagnait pas. Mais je continue très rapidement. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Ratzinger va jouer un très grand rôle dans la création de ce qu'on a appelé la Ligue européenne de coopération économique, qui a pour but de réunir les élites financières et le monde des affaires européen de l'Europe de l'Ouest pour poser les premiers jalons en faveur de la création de la CE. C'est Ratzinger à l'origine de ça, mais ça sera dirigé par un certain, je vais citer son nom, Edmond Giscard d'Estaing. C'est le même Ratzinger qui va être à l'origine de la création et du lancement du Congrès de La Haye, 1948, qui est le grand congrès qui réunit à peu près 800 personnes, présidé par Winston Churchill, pour vraiment lancer l'unité de l'Europe. Et Ratzinger, donc c'était lui le secrétaire général de cette affaire, et Ratzinger va continuer dans la foulée pour créer, à la fin de l'année 48, le mouvement européen pour une unité de l'Europe de l'Ouest, marchepied vers la mise en place d'un marché transatlantique. Alors, ces milieux-là se connaissent tous, soit par des liens familiaux, soit par des liens professionnels, soit par des liens d'amitié. Ce mouvement européen créé à la fin de l'année 1948 était dirigé par un Anglais s'appelant Duncan Sandys. Duncan Sandys était le gendre de Winston Churchill. Et Ratzinger était derrière tout ça. Et c'est le même Ratzinger, toujours dans cette volonté de créer ce marché transatlantique, avec d'abord volonté de créer une Europe unifiée, qui va créer le Comité américain pour une Europe unie, au début de l'année 1949, dirigé par un certain William Donovan, patron des services secrets américains de la Seconde Guerre mondiale, OSS, qui donc ensuite deviennent CIA. Donc vous voyez l'action immense de cet homme. Je rappelle aussi que c'est le même Joseph Ratzinger qui est à l'origine de la création en 1954 du Bilderberg, qui va être dirigé par un prince allemand naturalisé hollandais, qui est le prince Bernhard, qui est l'actuel grand-père, enfin il est mort, qui était le grand-père de l'actuel roi des Pays-Bas d'aujourd'hui. Bon. Créer un pôle européen, c'est le marchepied pour aussi créer un marché transatlantique. Et en fait, le phénomène, il a pris de la vitesse au lendemain de la chute du mur de Berlin. Tous les textes de la construction européenne, ou plus exactement du marché transatlantique, sont sur le site de la Commission européenne. 1990, déclaration transatlantique. 1995, nouvel agenda transatlantique. 1998, partenariat économique transatlantique. 2007, Conseil économique transatlantique lancé entre autres par la mère Merkel, Frau Merkel. Ces documents ont pour but, par étapes, de resserrer les liens transatlantiques. Alors, dans cette volonté de créer ce bloc européen unifié qui doit s'associer aux États-Unis pour créer un marché transatlantique, vous avez vraiment l'oligarchie qui met la pression. Et en particulier, vous avez eu le lancement en 2012 d'un texte et d'un institut qui est vraiment la victoire de l'oligarchie, qui est le MES, le Mécanisme européen de stabilité, qui est une véritable bombe, dans ce sens que l'objectif, c'est officiellement de créer, un pot commun pour aider les États européens qui partent en javel suite à la crise de l'euro. Bon, ça c'est le truc officiel. L'argent engagé, c'est à peu près 700 milliards d'euros. Siège de l'Institut Luxembourg, dirigé par un Allemand, Klaus Reckling. Dans cette histoire, l'Allemagne est engagée à hauteur de 27%, la France à hauteur de 20%. L'engagement de la France, c'est 142 milliards d'euros, à titre indicatif. Le premier budget de la France, c'est l'éducation nationale, c'est 65 milliards d'euros. Donc vous voyez l'engagement de la France dans cette affaire, plus du double du budget de l'éducation. Ce MES, ce mécanisme européen de stabilité, c'est la victoire de l'oligarchie, c'est la mise à mort de l'autorité, de la démocratie. Évidemment, texte officiel sur Internet. Je me suis amusé simplement à relever deux articles, l'article 32 et l'article 35. Je vous lis les extraits de cette mise à mort de la démocratie et des pleins pouvoirs réservés à une minorité, à une oligarchie. Article 32, intitulé « Statut légal, privilèges et immunité ». Je cite. Le mécanisme européen de stabilité, ses biens, fonds et avoirs, ou
qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité et de toute forme de procédure judiciaire, sauf dans la mesure où le MES, un mécanisme européen de stabilité, renonce expressément à son immunité, c'est-à-dire jamais. Dans le cas de toute procédure ou par les conditions de tout contrat, y compris la documentation sur les instruments financiers. Les propriétés, les fonds et les actifs du MES, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie ou de prise par l'exécutif ou par des actions judiciaires, administratives ou législatives. Les archives du MES et tout document appartenant au MES ou détenu par lui sont inviolables. J'ai même ajouté, les propriétés, fonds et actifs du MES doivent être libres de toute restriction, régulation, contrôle et moratoire en tout genre. Et si vous n'avez pas compris que les hommes ne sont pas égaux entre eux selon les dirigeants du MES, j'ajoute ceci avec l'article 35, et une forme d'humour. Je cite, article 35, « Dans l'intérêt du mécanisme européen de stabilité, vous allez voir le dégradé, le président du Conseil des gouverneurs, les gouverneurs suppléants, les directeurs suppléants, comme le directeur général et membres du personnel doivent être à l'abri de poursuites à l'égard des actes accomplis par eux dans leur qualité officielle et jouissent de l'inviolabilité à l'égard de leurs papiers officiels et documents. » Trouvez-moi une brèche pour pouvoir les attaquer. Voilà. Eh ben, ça s'appelle la victoire-oligarchie, octobre 2012. Bon. Ça sent mauvais, parce que tout simplement, c'est la victoire d'une minorité et de... Bon. Alors, je continue en évoquant toujours ce marché transatlantique. Je vous ai parlé de cette volonté de créer une unité européenne, et quand même, c'est bien lancé. Le MES qui est vraiment la chape de plomb qui étouffe tout. Marché transatlantique et États-Unis. Il faut parler plutôt du bloc nord-américain. Voyez-vous, vous avez cette volonté de créer une communauté ou une union nord-américaine réunissant États-Unis, Mexique, Canada. J'ai présenté la version résumée dans ce livre. Et le projet d'unité du bloc nord-américain, il devait voir le jour en 2010. Mais là aussi, ces choses-là se font toujours avec un peu de retard. L'avantage de ces dates, c'est de donner une période. Bon. Vous avez eu un événement cet été, juillet 2013, et je vous donne les références parce que vous pouvez le vérifier sur Internet. Vous avez eu une audition d'une sénatrice américaine qui s'appelle Dianne Feinstein, Dianne avec 2 N, Feinstein, F-E-I-N-S-T-E-I-N, sénatrice, qui a fait une audition donc devant les représentants du Sénat pour le sujet concernant la sécurité dans le cadre de la NSA. Et donc vous tapez sur YouTube Dianne Feinstein et vous tapez Homeland. Homeland, c'est l'équivalent de l'État, enfin, il n'y a pas de traduction véritable en français, c'est un peu Heimat en allemand. Bon. Et qui a présenté un document très intéressant, enfin plus exactement ses collaborateurs, où elle présente un très grand tableau avec le continent européen avec une couleur et un chiffre indiquant le nombre d'attentats qui auraient été, empêchés par la NSA. Vous avez l'Afrique, une seule couleur, avec le nombre d'attentats qui auraient été là aussi empêchés par la NSA. Je rappelle la NSA qui est un institut, un organisme américain. Eh bien, pour les États-Unis, la carte montre en fait États-Unis, Canada, Mexique, réunis en un seul bloc, NSA. Ça correspond exactement au programme d'unification du bloc nord-américain, je cite le texte, mise en place d'un périmètre commun de sécurité pour l'Amérique du Nord. Donc on voit que ça y est, le processus d'un point de vue sécuritaire est engagé. S'il est lancé d'un point de vue sécuritaire, il suivra aussi pour l'aspect politique économique. Bien. Les États-Unis sont dans un état comateux. Pour mettre en place, comme le disent les textes officiels, un bloc nord-américain avec une banque centrale nord-américaine, un changement de monnaie, cela nécessite un bouleversement immense. La crise économique, l'endettement des États-Unis peuvent aider à ce basculement. Oh, certes, il peut y avoir d'autres éléments. Un autre 11 septembre,
Vous avez donc un Ben Laden bis qui, du fond de sa grotte, arrive à téléguider façon joystick un autre attentat. La crise économique aux États-Unis peut être un élément déterminant. Je vais vous donner quelques chiffres révélateurs. D'abord, d'un point de vue planétaire, puis je vais restreindre tout ça. Le PIB mondial tourne autour de 70 000 milliards de dollars. Le montant total des dettes dans le monde, c'est environ, ce sont des chiffres arrondis, 190 000 milliards de dollars. Les 25 plus grandes banques américaines détiennent un peu plus de 200 000 milliards de dollars. Les produits dérivés, donc qui sont à l'origine de la crise d'ailleurs aux États-Unis, donc 200 000 milliards de dollars de produits dérivés. Les avoirs de ces banques tournent autour de 9 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que vous avez un ratio à peu près de 23 à 1. La Fed injecte environ 85 milliards de dollars par mois. C'est-à-dire que c'est l'overdose. Si elle continue, c'est l'overdose complète. Si elle arrête, et Bernanke avait laissé entendre que peut-être il réduirait, etc., c'est l'effondrement. Donc, j'allais dire deux manières de mourir. Overdose ou effondrement généralisé tout rapide. Les États-Unis sont devenus une immense salle de shoot. Vous avez le budget américain qui est bloqué depuis la nuit du 30 septembre au 1er octobre, le fameux shutdown. Bon. Ils vont peut-être s'arranger, mais pour le moment, aux États-Unis, il y a 800 000 fonctionnaires qui sont au pain sec, qui doivent vivre avec leurs réserves. Ça va causer un tort à l'économie américaine. Et puis vous avez, le 17 octobre prochain, le fameux plafond de la dette, qui tourne autour des 16 700 milliards de dollars, qui a été atteint au mois de mai 2013, et par des acrobaties financières, ils ont prolongé la dette jusqu'au mois d'octobre. Et il faut l'accord du Congrès pour pouvoir le rehausser. Bon. Alors, de deux choses l'une. Soit ils arrivent à s'entendre, et on repousse l'échéance de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Soit ils n'arrivent pas à s'entendre, et donc là c'est la faillite la plus complète, et l'effondrement de l'économie américaine, l'effondrement du dollar, enfin l'effondrement de tout. Et ça pourrait être, ça sera à ce moment-là le déclenchement pour permettre la mutation selon le principe Ordo-Apcao du fameux bloc nord-américain. Simplement, je ne peux pas dire, à cette date du 5 octobre 2013, si on est arrivé à la date butoir, ou bien s'ils vont, j'allais dire, encore quelques minutes, monsieur le bourreau, donner encore 6 mois ou 1 an de répit. Mais une chose est sûre, c'est qu'on se rapproche du goulot d'étranglement. Voilà, si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine, c'est l'année d'après, c'est-à-dire, aux yeux de l'histoire, l'épaisseur d'une feuille de cigarette. On y est. Et effectivement, quand la chose se produira, ça fera très mal. À titre indicatif, écoutez bien ceci. Le premier mandat du président Obama a accumulé plus de dettes au niveau du gouvernement fédéral que les 42 mandats des présidents des États-Unis de George Washington jusqu'à Bill Clinton. Autant vous dire que lorsque vous avez ces repères, ces chiffres, on sait qu'on arrive au bout de la course. Après 2013, 2014, 2015, mais pas 2050. Autre repère qui vous montre l'état plus que comateux des États-Unis, la compilation de tous les passifs de la dette américaine, État fédéré, Arizona et compagnie, et local, c'est 56 000 milliards de dollars. Dans les années 70, c'était autour des 2 000 milliards de dollars. Population américaine, environ 310 millions d'Américains. 146 millions d'Américains, donc en gros 1 sur 2, classés dans la catégorie pauvre ou revenus bas. Et enfin, on nous enquiquine toujours avec les chiffres du chômage aux États-Unis, 7,6, 7,7, 7,5, etc. Chiffres trafiqués, comme en France. En fait, les véritables chiffres, ce sont les chiffres des coupons alimentaires donnés aux Américains pour ne pas crever de faim. Quand Obama est arrivé au pouvoir, il y avait 32 millions d'Américains dépendant des coupons alimentaires. Aujourd'hui, ils sont 47. Autant vous dire que il y a un compte à rebours qui a commencé pour les États-Unis, compte à rebours nécessaire pour passer à une étape supérieure
la tentative de création d'un bloc nord-américain unifié, lui-même qui devra s'associer à un bloc européen pour créer ce marché transatlantique, en théorie pour 2015. Je rappelle que sur les billets de 10, 20 ou 50 euros, vous avez l'Europe, et puis vous avez un pont qui file vers le grand large, vers l'Amérique du Sud, non, vers l'Amérique du Nord. Et on voit bien qu'il y a des projets. Je rappelle, le seul document officiel que j'ai trouvé pour la création d'un bloc transatlantique, plus exactement la création d'une monnaie transatlantique, qui dit marché dit aussi une monnaie, c'est les travaux de la Fondation Bertelsmann en liaison avec les Anglo-Américains qui dit qu'il faut créer entre la Fed et la BCE, je cite, une arène monétaire. Une arène, par définition, c'est un lieu clos. Après, ce sera monnaie unique ou bien deux monnaies à parité fixe, mais on voit que les choses se mettent en place. Alors, très rapidement, je vais continuer sur le bouleversement qui est en cours, qui est économique, la dette, etc., ce qui se passe au Proche-Orient, là je ne vous apprends rien, volonté d'éclater les États musulmans, et ça tombe très bien que les autorités, enfin les responsables d'ER nous a invités, Pierrot et moi, 5 octobre, puisqu'il y a eu un événement très récent qui s'est produit concernant les pays musulmans. Il y a de la part des cénacles israélo-anglo-américains une volonté de déstabilisation sur un siècle, depuis un siècle à peu près, des pays musulmans. Très rapidement, je rappelle, 1916, les accords Sykes-Picot pour détruire l'Empire ottoman. Comme par hasard, ce sont les Anglais qui ont obtenu la meilleure part du gâteau avec l'actuel Irak et le Koweït, et nous on a eu le Liban et la Syrie, riches en date. 1917, vous avez eu la déclaration Balfour. En fait, Alfred Milner, qui était donc le bras droit de Cecil Rhodes. Déclaration Balfour adressée à qui? Au président de la fédération sioniste Chaim Weizmann, qui deviendra en 1948 le premier président de l'État d'Israël. Bon. Et puis, vous avez eu d'autres événements. En 1945, les accords entre Roosevelt et Ibn Saoud, les accords de Quincy, où en gros les Américains protégeaient l'Arabie Saoudite et sa dynastie en échange donc du pétrole. Et puis je continue, vous avez eu en 1957 le bouquin de Bernard Lewis, juif anglais naturalisé américain, qui travaille au service, enfin qui a travaillé au service de Carter, président Carter, et qui est actuellement dans la mouvance autour d'Obama, qui en 1957 a lancé l'expression choc des civilisations. C'est pas Huntington. Huntington n'a fait que reprendre. 1957, dans son bouquin Islam, Bernard Lewis parle déjà du choc des civilisations. Et puis vous avez en 1982 ce fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères et journaliste israélien qui s'appelle Oded Yinon, qui a publié dans une revue en anglais un texte très intéressant d'éclatement de tous les pays musulmans, l'Irak en 3 zones, chiites, sunnites, kurdes, l'Égypte qui passe à la casserole, la Syrie, etc. Enfin bref, quand on lit le document de 1982, traduit de l'hébreu en anglais par le président de la Ligue israélienne des droits de l'homme, Israël Shak, eh bien on croit voir exactement ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'on a un projet qui a été énoncé en 1982 et qui prend forme actuellement. Alors, des mauvaises langues, pour reprendre une expression biblique, des nuques raides, disent que ce document d'Israël Shak, donc c'est lui qui a traduit de l'hébreu en anglais ce document, c'est du n'importe quoi, enfin bon bref. Israël Shak, président de la Ligue israélienne des droits de l'homme, n'a jamais été poursuivi et condamné pour contrefaçon, falsification, modification de sa traduction. Il n'a jamais été condamné. Pensez bien qu'un président de la Ligue israélienne des droits de l'homme ne va pas s'amuser à balancer un tel document en inventant. Sinon, il se fait, pardonnez-moi l'expression, se fait couvrir de pipi. Il se fait avoir, il se fait poursuivre en justice. Jamais. Et donc, il y a tous les opposants à Israël Shak qui disent c'est du n'importe quoi, mais ils ne sont jamais foutus de sortir l'original pour dire, bah oui, il suffirait pour coincer le Israël Shak de sortir l'original en hébreu et dire, regardez comme ça a été mal traduit, ils ne le feront jamais. Le document est sorti en 1982, nous sommes en 2013, ils ne sont toujours pas foutus, ils condamnent le Israël Shak, ils disent, même il avait perdu la raison, enfin vous savez, quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Mais vraiment, ils ne sont pas foutus ils condamnent sans apporter la preuve. Bon. En tout cas, on pourrait accorder à
Odell-Linon le grand prix du roman d'anticipation, parce que ce qu'il disait en 1982, c'est exactement ce qui se passe. Et puis vous avez eu un document du Prince des Ténèbres, Richard Pearl, qui en 1996, dans un document intitulé Clean Break, voulait décomposer les pays musulmans, document adressé au grand humaniste de l'époque, le Premier ministre israélien Netanyahou. Vous avez un autre document aussi que j'ai utilisé, c'est la carte sortie dans une revue militaire américaine, AFJ, en mai 2006, avec l'éclatement des États musulmans en plusieurs zones, qui est au milieu du livre. Donc on voit qu'il y a vraiment une constance continuellement pour faire éclater les États. Et puis tout dernièrement, vous avez eu le 29 septembre 2013, un article du New York Times, écrit par une femme, Robin Wright, qui travaille dans toutes les agences et think tanks anglo-américains, pour faire passer les États de Libye et du Proche-Orient de 5 à 14, en éclatant la Libye en 3 zones, la péninsule arabique en une multitude d'entités ethniques et religieuses, et avec la création de 3 cités-États, Bagdad, Misrata et Jebel el-Druz. Je n'ai sûrement pas l'accent qu'il faut pour prononcer ça, mais voilà. Donc on voit que depuis un siècle, il y a quand même une volonté de mettre le feu dans cette zone, et que les auteurs sont quand même, sont pas finlandais. Voilà. Quand même très intéressant. Ce que je vous présente là, c'est la photocopie de la page du New York Times du 29 septembre 2013 que j'ai obtenue très peu de temps avant de venir ici. Et que je tenais à montrer pour les personnes qui voudraient la voir de plus près. Cette volonté de flanquer, je vais terminer par ça, pour quand même laisser la parole au suivant, cette volonté de décomposition des États, que ce soit pour l'Europe, partout dans le monde, cette crise financière, la dette, ce qui se passe au Proche-Orient, on n'est qu'au début, rentre dans cette grande mystique mondialiste qui est le noachisme. Quel est le noachisme? C'est une idéologie, une pensée mystique vieille de 2000 ans, objectif, le fond de l'histoire, rayé de la carte, l'aspect messianique du Christ, pour établir, selon les préceptes de la religion talmudique, une humanité unie, les gentils, les non-juifs, un Dieu unique, et entre les deux, un seul intermédiaire, le peuple juif, peuple prêtre. C'est la finalité du projet mondialiste. Finalité qui commence à prendre forme, puisque le 23 septembre 2012, vous avez eu toutes les communautés juives du monde qui ont récité une très courte prière en faveur du retour du Messie, Messia. Alors pour eux, c'est le Messie, pour les chrétiens, c'est l'Antéchrist. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils estiment que l'organisation spirituelle, temporelle du monde est suffisamment avancée pour être couronnée par ce roi matériel et charnel, le roi des Juifs. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et que lorsqu'on a une telle accumulation d'éléments économiques, politiques et spirituels, on sent qu'on est dans un goulot d'étranglement, et que je demande à toutes les personnes, en particulier de suivre les conseils de Piero San Giorgio, parce qu'on va passer un sale quart d'heure, et que ce sont les gens les plus solides, nerveusement, les mieux préparés qui auront une chance, pas tous, parce qu'il faut quand même, dans une épreuve telle qu'on va la connaître, même les gens solides dégageront, mais il y en a quand même quelques-uns qui passeront à travers les mailles du filet, et bien comprendre qu'on va vivre une période difficile, mais que ce sont les esprits les plus solides, s'appuyant sur le réel. Comme disait un homme politique français de l'Ancien Régime, il faut tout calculer et ne pas tout craindre. Ça, c'est la formule ramassée. Se dire que la roue tourne et que nos ennemis n'auront pas le dernier mot, parce que cette histoire de bouleversement, de nouvel ordre mondial, repose sur un principe, et ça, il faut en être convaincu, luciférien. Donc, ils gagneront des batailles, mais pas la guerre. Je vous remercie. Ça va. Ça, c'était pour la partie optimiste de la soirée.